Murder Incorporated était un groupe de gangsters et de tueurs sans pitié qui faisaient la loi dans les milieux occultes. Pour fonctionner efficacement, le cartel et le syndicat avaient besoin d'un bras armé. On faisait appel à eux quand quelqu'un avait besoin d'être remis dans le droit chemin. Ce bataillon d'élite de tueurs ultra-professionnels semait la terreur. Ils ont dû éliminer entre 900 et 1000 personnes. Si vous les regardiez d'un sale œil et qu'ils le sentaient, ils pouvaient vous tuer. Murder Incorporated était une organisation très spéciale. La première et la dernière du genre. Brooklyn, New York. Par une matinée de novembre 1933, des coups de feu résonnent. Dans une petite cour, la police retrouve le corps d'un jeune homme, abattu par derrière. 13 septembre 1936. Un homme conduit la police dans une confiserie. Elle y retrouve le corps du propriétaire, Joe Rosen, 46 ans. Il a été touché à 10 reprises. Personne ne savait pourquoi Rosen avait été abattu. Cette affaire faisait partie des meurtres non élucidés de Brooklyn. 1937. George Whitey Rudnick, poignardé 63 fois avec un pic à glace, la tête fracassée avec un hachoir de boucher. Nord de l'État de New York, 1936. Irving Ashkenaz, 16 balles dans le corps. Brooklyn, 1er mai 1939. Irving Peggy Feinstein, étranglé et incinéré. Ces corps ne sont que la face émergée de l'iceberg, quelques-uns des multiples cadavres qui seront retrouvés d'un bout à l'autre du pays. Dans bon nombre de meurtres, on ne retrouve ni suspect, ni piste. Ces massacres seront finalement attribués à un groupe de malfrats dont l'influence dépasse tout ce que les autorités peuvent imaginer. Un gang d'exécuteurs baptisé par la suite Murder Incorporated. Chaque communauté d'immigrés engendre sa propre catégorie de criminels, de gangsters, parce que ces nouveaux arrivants dans le pays visent le rêve américain, mais ne peuvent pas l'atteindre. Alors ils trichent pour y arriver. C'est ce qu'ont fait les Brownsville Boys. Les Brownsville Boys tirent leur surnom du quartier dans lequel ils vivent. Brownsville est un misérable ghetto de Brooklyn à dominante juive. Dans les années 20, plus de 300 000 juifs y élisent domicile, ce qui lui vaudra le surnom de Jérusalem d'Amérique. Alors que les opportunités économiques sont rares, certains membres des classes pauvres tentent de s'extirper du ghetto par n'importe quel moyen pour essayer de toucher du doigt le rêve américain. C'était ça les Brownsville Boys. Des gars qui ne voulaient pas attendre, qui ne voulaient pas travailler, qui refusaient l'humiliation et le mépris, qui ne voulaient pas supporter tout ça. Les Brownsville Boys étaient des malfrats très expérimentés. Ils rackettaient les vendeurs ambulants. Les syndicats les engageaient pour influencer le patronat. Et les patrons les embauchaient pour intimider les syndicats. Les Brownsville Boys passent ensuite à la vitesse supérieure en infiltrant les réseaux de prostitution et, en pleine période de prohibition, ils se lancent dans la contrebande d'alcool. La prohibition a marqué un tournant dans l'histoire criminelle des États-Unis. C'est le début du crime organisé. Les bénéfices étaient énormes. Tout d'un coup, les voyous de la rue ont vu l'argent affluer dans leurs poches. L'un des plus gros trafiquants est le chef des Brownsville Boys, Abe Reles. Abe Reles était un petit homme trapu et gras, un malfrat toujours couvert de bijoux qui s'était fait arrêter quelques 42 fois au cours des années précédentes. Abe Reles est un homme fort, et c'est sans doute ce qui lui vaut le surnom de Kid Twist.
Certains pensent que son surnom vient du fait qu'il étranglait ses victimes, Twist pour tordre. Reyles gagne du pouvoir en éliminant ses principaux rivaux à Brownsville. Il s'associe ensuite à un gang italien du quartier d'Ocean Hill à Brooklyn, dirigé par Harry Happy Mayon. Harry Mayon était surnommé Happy parce qu'il avait toujours une espèce de rictus agressif. C'était plus une grimace qu'un rictus. Ce n'était pas quelqu'un d'agréable. Ensemble, Reyles et Mayon travaillent souvent pour un autre gangster juif, Louis Lepke Buchalter, un puissant racketteur qui officie dans l'industrie textile. Lepke décide d'utiliser les services des gangsters de Brooklyn dans une nouvelle entreprise criminelle pleine d'ambition, le syndicat. Le syndicat était une organisation nationale qui regroupait différentes branches de criminels issus des plus grandes villes américaines, majoritairement de la côte Est. Le syndicat est dirigé par un mafieux sicilien de Manhattan, Charles Lucky Luciano. Lui seul avait l'autorité suffisante pour réunir les parrains de New York et du reste du pays. Il leur a expliqué qu'il était dans leur intérêt de collaborer plutôt que d'être en concurrence. Jusqu'alors, les divergences entre gangs se réglaient dans la violence. Les échanges de coups de feu et les explosions étaient monnaie courante. C'était vraiment la guerre ouverte, et personne n'arbitrait. C'était la loi du plus fort, du plus méchant et de celui qui avait les plus fines gâchettes. En 1934, les plus gros mafieux de New York organisent une réunion et s'accordent sur le fait que les conflits entre gangs doivent cesser. Ils ont compris que le gâteau pour lequel ils se battaient depuis toutes ces années était suffisamment grand pour se le partager avantageusement au lieu de se le disputer. Le syndicat est devenu une sorte de coopérative avec un comité national de direction. Lucky Luciano et Lepke Buchalter sont choisis pour siéger à ce comité de direction aux côtés de 6 autres parrains de la côte Est. Mais un puissant mafieux juif est laissé de côté. Il s'agit du trafiquant d'alcool et virtuose du racket, Dutch Schultz. Le comité craint que Schultz, caractériel réputé et électron libre, ne fasse qu'attirer des problèmes au syndicat fraîchement fondé. Pour faire appliquer ses décisions, le comité a besoin d'une équipe indépendante et fiable. Ces malfrats couvriraient tout un champ d'action allant de l'intimidation des mauvais payeurs à la sanction ultime, l'exécution. Lepke Buchalter sait tout de suite que les gangsters de Brooklyn seront parfaits pour ce job. Ils étaient très violents et impitoyables. Mais c'est aussi une question d'opportunité. Ils étaient jeunes, des jeunes violents au moment où le crime commençait à s'organiser. Ils étaient en quelque sorte tout désignés. Mais surtout, ces affranchis peuvent travailler ensemble. Les Juifs des Brownsville Boys, dirigés par Abe Kid Twist Reyles, et les Italiens du gang d'Ocean Hill, menés par Harry Happy Mayon. Ils étaient complémentaires, les Juifs et les Italiens. À cette époque, le milieu du banditisme était à dominante italienne et juive. L'idée, c'était que s'ils étaient associés, il n'y aurait pas de guerre de communauté. Ils étaient parfaits pour ce rôle. Le syndicat du crime va vite endosser le rôle de juge-arbitre, tandis que cette association commence à jouer les exécuteurs. Dans les années 30, la mafia est passée au niveau supérieur. De jeunes parrains ont créé une organisation nationale baptisée le syndicat qui travaille conjointement dans l'intérêt de tous. C'était à leur manière de grands innovateurs américains. Ils ont organisé leur société criminelle et ils ont placé un groupe de gangsters à sa tête pour régir ce monde occulte. Pour qu'une organisation criminelle soit influente, elle ne doit pas avoir peur d'user de la violence ou de la menace pour garder le contrôle. Le syndicat avait besoin d'un bras armé. Les hommes de main doivent appliquer les décisions prises par le comité de direction du syndicat. Les gangsters commencent alors à affluer devant le comité avec leurs doléances. Les deux camps présentaient leur affaire et le comité décidait de la sanction. Ça pouvait être un simple arbitrage pour un conflit du type « il est sur mon territoire » et ils pouvaient très bien répondre « d'accord, on va le diviser en deux ». Mais aussi
Je crois qu'un tel va parler. Je crois qu'il collabore avec la police. Et dans ce cas-là, la réponse pouvait être « On est d'accord, il faut le neutraliser ». Comme dans toute entreprise, il y a des contrats. Qu'entend-on par contrat? Au lieu de dire tuer ce type, on disait on va mettre un contrat sur sa tête. C'est Lepke qui donnait les ordres d'exécution des contrats. L'homme de main de Lepke est un malfrat italien sans scrupules, Albert Anastasia. Albert Anastasia a commencé à faire la loi dans Murder Incorporated. Il était affublé du surnom le plus sinistre jamais porté dans la mafia, l'exécuteur des hautes œuvres. Anastasia traitait directement avec Lepke. C'est lui qui recevait les contrats. Il décidait ensuite de s'adresser à Happy Mayon, à Ocean Hill ou à Abe Reles à Brownsville. Il leur disait on va s'occuper de ce type, ce qui signifiait qu'ils allaient l'emmener faire un tour. Cette faction armée sera baptisée l'Association. Elle installera son QG dans une confiserie de Brooklyn, à l'angle de Saratoga et Livonia. Comme elle ouvre 24 heures sur 24 pour les affaires, la propriétaire est surnommée Midnight Rose. Ils y jouaient au pinocle et à d'autres jeux de cartes en attendant que le téléphone sonne. Le grand-père de Frank Barry, Little Oggy Pisano, était un lieutenant du syndicat basé à Brooklyn. Il raconte qu'il y avait toujours des hommes d'astreinte à la confiserie. Ils attendaient en quelque sorte l'appel de la mort. Et ils choisissaient entre eux qui était le plus qualifié. Ils se donnaient vraiment du mal pour préparer ça. L'association compte des tueurs à gages parmi les plus cruels de l'époque. On y retrouve entre autres Mandy Weiss, Charles the Bug Workman, Frank the Dasher Abandando et Harry Pittsburgh Phil Strauss. Pittsburgh Phil Strauss était un tueur à gages particulièrement sanguinaire qui parcourait le pays pour exécuter ses victimes. Même si l'usage des revolvers et des fusils prédomine, l'une des armes favorites de Pittsburgh Phil est le pic à glace. C'est assez terrifiant, mais les armes utilisées faisaient souvent partie du quotidien des gens. La technique du pic à glace était donc très répandue. À l'époque, les réfrigérateurs n'existaient pas, et les gens avaient chez eux de gros blocs de glace et des pics à glace. Une autre arme de prédilection est la corde à linge. Vous prenez une corde bien solide, vous attachez la victime et vous la maintenez au sol. Ensuite, vous passez la corde autour de son cou, puis vous ligotez les bras bien serrés derrière la tête pendant que le type est sur le ventre. Ils attachent ensuite les jambes de la victime derrière le dos. En essayant de se défaire, elle s'étrangle avec la corde. Pittsburgh Phil est toujours prêt. Le téléphone sonnait et on avait à peine raccroché que Pittsburgh Phil Strauss était dans le train pour une destination inconnue avec une valise, une chemise propre, un pic à glace et une corde. Quand les tueurs s'attaquaient à un dossier, ils prenaient un certain nombre de précautions pour se protéger. Ils évitaient ainsi qu'il ne leur explose en pleine figure un peu plus tard. Ces types étaient très méticuleux. Ils planifiaient tout. Ils suivaient leurs victimes, ils étudiaient ses habitudes. Ils ont commencé à se faire une réputation d'assassins très efficaces. Les tueurs de Murder Incorporated deviennent des commis-voyageurs du meurtre. C'était vraiment le crime parfait. Dans le cas d'un mafieux récalcitrant, ou trop bavard à Chicago par exemple, la technique était de s'occuper de lui pendant que tous ceux qui étaient susceptibles de le tuer se montraient dans des endroits publics, se fabriquant le parfait alibi. Les gars venaient de Brooklyn et le temps qu'on découvre le corps, ils étaient dans le train du retour. Comme pour le chauffeur de taxi Irving Ashkenaz, retrouvé assassiné au nord de l'État de New York par la police locale. Les enquêteurs mettront plusieurs années à découvrir qu'il a en fait été éliminé par la mafia. Ou encore la mystérieuse disparition du célèbre mafieux new-yorkais Harry Greenberg, retrouvé mort à Los Angeles. Lui aussi a refusé de se plier aux règles de la mafia. En 1935, la pègre new-yorkaise engrange des millions de dollars de ses diverses opérations de racket, tout en graissant la patte de la police, des hommes politiques et des juges pour qu'ils ferment les yeux. Le gouverneur mandate alors un nouveau combattant du crime pour faire le ménage,
le procureur spécial Thomas Dewey. Il a été choisi parce que la population était lassée de l'influence du Tammany Hall sur la ville de New York, de toute cette grosse machine démocrate et du refus des élus, dont le procureur général de l'époque, de régler le problème de la mafia. La petite équipe de Dewey a lancé sa première offensive contre le monde du banditisme en mettant au jour des dossiers secrets et en faisant parler des victimes de rackets. La première cible de Dewey s'appelle Dutch Schultz. Il règne en maître sur le racket des restaurants, des syndicats et des jeux d'argent. L'enquête fait sortir Schultz de ses gonds. En 1935, il se présente devant le comité et demande à ce que le syndicat s'occupe de Dewey. La question est examinée. Ils ont creusé l'idée, ils ont observé Dewey, ils ont élaboré un plan et ils ont refait une réunion où ils ont dit « on peut le faire ». Tous les jours, il va dans le même drugstore de l'Upper East Side avant d'aller au travail. Il est seul. On peut poster un gars et le descendre. Mais Lepke Buchalter juge l'entreprise trop périlleuse et rejette ce projet. Le comité le suit. Ils ont réalisé que si quelqu'un s'en prenait au procureur spécial, ça attirerait trop l'attention sur le milieu, ce n'était pas envisageable. En tuant Dewey, ils signaient leur arrêt de mort à tous. Schultz a dit « Allez vous faire voir, je vais le tuer quand même ». Schultz décide de mettre son plan à exécution dans les 48 heures. Il va tuer Dewey sur le trajet de son travail. Mais le comité avance ce projet et décide d'éliminer Schultz. Le 23 octobre 1935, Lepke Buchalter envoie 2 de ses hommes en mission. Ils sont allés au Palace Shop House à Newark et ils ont ouvert le feu. Ils ont tué Dutch et 3 de ses meilleurs lieutenants dans une fusillade d'une rare violence. Le message était clair. Personne ne discute les décisions du Comité national de direction. Thomas Dewey apprend quelque temps plus tard qu'il a échappé de peu à la mort. Je pense que c'est toujours resté dans un coin de son esprit parce que jusqu'à sa mort, il s'est toujours assis dos au mur quand il allait au restaurant ou dans un lieu public. Les mafieux ont peut-être refusé de tuer le procureur, mais ils n'hésitent pas à éliminer tous ceux qu'ils soupçonnent de lui parler. Quand Dewey jettera son dévolu sur Lepke Buchalter, la réponse ne se fera pas attendre. Ce sera un bain de sang. Après l'assassinat de Dutch Schultz dans le New Jersey, le procureur spécial de New York, Thomas Dewey, s'intéresse de près à Louis Lepke Buchalter, qui a repris la plupart des activités de Schultz. Quand Dewey a commencé à s'en prendre à Buchalter, le mafieux a dû avoir des regrets et se dire qu'il aurait mieux fait de laisser ses hommes lui régler son compte. Les enjeux sont énormes. Lepke récolte des millions grâce à ses raquettes dans le bâtiment, le textile et le transport routier. Mais Dewey ne lâche pas sa proie. Il saisit ses livres de compte et renforce la pression sur ses associés mafieux. Lepke se dit que s'il ne peut pas neutraliser Dewey, il doit assassiner tous ceux qui risquent de lui parler. Le propriétaire d'une confiserie, Joe Rosen, est sa première cible. Rosen est un ancien routier que Lepke a mis au chômage. Aujourd'hui, il craint que celui-ci ne moucharde. Quand il a appris que Rosen claironnait partout qu'il comptait aller voir Dewey, Buchalter s'est dit qu'il devait l'en empêcher. En septembre 1936, Lepke envoie Mandy Weiss et un autre tueur, Harry Strauss, se charger de lui. Prochaine victime sur la liste de l'association, George Whitey Rudnick. George Whitey Rudnick a été vu en grande conversation avec un enquêteur de Tom Dewey. Un contrat n'a pas tardé à être mis sur sa tête. En mai 1937, Abe Kid Twist Relles et 3 de ses hommes se chargent du contrat. Ils ont effacé Whitey Rudnick. Ils l'ont poignardé près de 70 fois avec un pic à glace. Ils l'ont ligoté, ils l'ont étranglé. Ils l'ont jeté dans une voiture et lui ont ouvert la tête avec un hachoir de boucher. Au cours de ce printemps et de l'été suivant, le procureur Dewey augmente la pression. Lepke est sous surveillance permanente.
À l'été 1937, Lepke finit par confier à un de ses associés « Les choses commencent à sentir le roussi » et il décide de disparaître. Les associés de Lepke sont très peu à savoir où il se cache. Il se déplace souvent et se déguise. Mais il continue à gérer ses affaires. Dewey, fraîchement élu procureur de Manhattan, maintient la pression. Ça a poussé Lepke à lancer une purge, une guerre d'extermination dans le milieu. Il était convaincu que la meilleure façon de déjouer les charges contre lui était d'éliminer tous les témoins. Le massacre continue. Lepke ordonne de supprimer le moindre témoin, qu'il soit sûr de son fait ou qu'il se fonde sur de simples soupçons. Les autorités de la région de New York et d'autres grandes villes constatent une augmentation du nombre de meurtres non élucidés. La majorité des meurtres se concentrent sur Bronzeville à Brooklyn. La police sait que les mafieux contrôlent cette zone, mais elle n'a rien de concret contre eux. Ils semaient les cadavres d'hommes affreusement mutilés, poignardés et étranglés dans tout New York. Les sbires de Lepke laissent souvent les corps dans des véhicules volés ou dans des terrains vagues, après les avoir préalablement brûlés. Il leur arrive aussi de les jeter sous des ponts, dans les égouts ou encore dans des cuves à chaux. Certaines victimes sont conduites hors de la ville et abandonnées sur des routes de campagne, notamment au nord de l'État de New York, dans la région touristique des Catskills. Ils tuaient leurs victimes sur place et les coulaient dans les lacs des Catskills. Ils les envoyaient par le fond en lestant leur corps. À mesure que l'enquête progresse, la frénésie meurtrière de Lepke monte d'un cran. Il commandite meurtre sur meurtre. Au cours de la seule année 1939, on lui attribue une dizaine d'assassinats. Lepke est cité à comparaître devant une cour fédérale pour association de malfaiteurs et extorsion. Le FBI fait circuler plus d'1 million de portraits robots et le désigne ennemi public numéro 1. Des millions d'affiches sortent des rotatives. Elles proposent une récompense de 25 000 $ pour la capture de Lepke, mort ou vif. Les affiches qui circulent dans tout le pays en donnent la description suivante. Il mesure entre 1,60 m et 1,65 m, il est âgé de 42 ans, il a de petits yeux perçants, un nez épaté et une petite fossette sur la joue gauche. Si vous reconnaissez Lepke, signalez-le à la police de New York ou au procureur général Tom Dewey. Les témoignages affluent, mais il n'y a aucune piste concrète. Les rumeurs vont bon train sur la planque de Lepke. Il a été vu partout, en Europe, en Union soviétique et en Amérique du Sud. Mais Lepke n'est pas allé bien loin. Pendant tout ce temps, il se cache à Brooklyn. En août 1939, Dewey profite de l'inquiétude qui a fini par s'emparer des autres membres de la pègre qui ne veulent pas voir leurs petites affaires révélées. Les associés de Lepke lui ont clairement dit que son statut de fugitif compliquait leur situation à tous. Et il a été fortement encouragé par ses partenaires à faire en sorte que les taux se desserrent. Les autres gangsters essaient de le convaincre de se rendre. Ils lui affirment que les parrains de la mafia ont conclu un marché avec le directeur du FBI, J. Edgar Hoover. Le milieu avait soi-disant passé un marché avec Hoover. S'il se livrait, il serait accusé de trafic de drogue, et quelles que soient les charges fédérales contre lui, pour trafic de drogue ou autre, il resterait dans une prison fédérale et il ne serait pas poursuivi par Dewey dans l'affaire de racket des syndicats. En fait, il n'y avait aucun marché. Mais Lepke mord à l'hameçon, persuadé qu'il pourra négocier une réduction de peine. Après 2 ans de cavale et camouflé derrière une fine moustache et avec quelques kilos en plus, Lepke décide de se rendre. Le 24 août 1939, Albert Anastasia conduit Lepke à Manhattan pour un rendez-vous avec la vedette de la radio, Walter Winchell. Tout est arrangé. Winchell est autorisé à assister à l'événement car c'est un proche d'Hoover. Lepke et Winchell attendent dans une voiture à l'arrêt. La portière s'ouvre, Hoover entre. Winchell racontera plus tard comment Hoover a appris à Lepke qu'il était victime d'un coup monté. Quand j'ai ouvert la portière de la voiture de M. Hoover, j'ai dit « Lepke, je vous présente M. Hoover ». Et là, le directeur n'a pas pu s'empêcher de dire « Où sont tous vos amis si puissants et influents maintenant, M. Buchalter ?» Lepke a fixé le sol de la voiture et il a répondu « Je commence à me le demander ». Quelques mois plus tard, Lepke est poursuivi par la justice fédérale pour trafic de drogue. Il est condamné à 14 ans de prison.
L'État, représenté par Thomas Dewey, inculpe ensuite Lepke pour racket et requiert une peine allant de 30 ans de prison à la perpétuité. Après la chute de Lepke, le chef de Murder Incorporated, Albert Anastasia, reprend les rênes du syndicat. Mais tous les contrats n'émanent pas du comité. Il s'agit parfois de simples services rendus. Ainsi, en 1939, Anastasia aide un ami en commanditant l'exécution d'Irving Peggy Feinstein. Feinstein était un petit truqueur de jeu. Il avait une affaire, mais il ne partageait pas ses bénéfices avec Vince Mangano, qui appartenait à un clan dont Albert Anastasia était capitaine. C'était inconcevable. Mangano lui a donc demandé de lui faire une fleur en éliminant ce type. Pittsburgh Phil, Kid Twistrelles et Bugsy Goldstein décident donc d'emmener Feinstein faire un tour. Ils le conduisent chez Reles et l'assassinent. Puggy a vécu une longue agonie avant de mourir, saucissonné sur le sol de la maison de Reles. Ils abandonnent ensuite son corps sur un terrain vague au sud-est de Brooklyn. Ils l'arrosent d'essence et y mettent le feu. L'assassinat de Feinstein vient s'ajouter à la longue liste de meurtres non résolus à Brooklyn. Mais les autorités vont faire une avancée énorme quand un mafieux éminent décide qu'il est temps de parler. En janvier 1940, Brooklyn déplore le nombre ahurissant de 200 meurtres non élucidés. Personne ne connaissait l'existence de l'organisation Murder Incorporated. Mais Brooklyn était submergé par les homicides inexpliqués. Ce même mois, 2 nouveaux défenseurs de la justice arrivent à Brooklyn. Le nouveau procureur William O'Dwyer et son substitut Burton Turkus. O'Dwyer avait de plus grandes ambitions. Il visait au minimum la place de maire de New York. Il a donc fait venir Turkus pour faire le ménage là-dedans. Et Turkus s'est mis à traquer les mafieux sans relâche. Pour commencer, Turkus fait rafler et incarcérer les truands. Son message est clair, il y a un nouveau shérif en ville. Les arrestations ne sont qu'un début, et Turkus sait que les voyous ne tarderont pas à recouvrer leur liberté. Le 24 janvier, il reçoit un tuyau d'un petit malfrat incarcéré à la prison de Rikers Island. Celui-ci soutient que les Brownsville Boys ont tué un ami à lui avant de jeter son corps dans une cour déserte. La police a retrouvé ce corps plus de 6 ans auparavant, mais cette affaire est restée sans suite. 2 noms clés sont alors fournis aux autorités. Ceux de Abe Kid Twistrelles et de son associé Martin Bugsy Goldstein. Turkus tenait donc une mise en accusation qu'il ne pensait pas suffisante pour faire condamner les 2 hommes, parce qu'il n'a pu faire aucun recoupement, et il n'avait pas la preuve concrète que Reles avait commis ce meurtre. Mais elle permet quand même d'interpeller Reles et Goldstein. La police accroît la surveillance des truands de Brooklyn. Bien qu'habitués à ce type d'opération, les parrains sont convaincus par les autorités qu'ils ont été vendus et que leur règne est fini. Certains se mettent alors à parler des contrats, des meurtres et des endroits où les cadavres ont été abandonnés. Les révélations fleurissent dans les journaux et c'est là qu'un journaliste intitule cette histoire Murder Incorporated. Mais l'information, aussi spectaculaire soit-elle, ne suffit pas. Pour aboutir à des condamnations et les neutraliser pour de bon, le substitut du procureur Turkus a besoin de témoignages extérieurs corroborant les faits. Il faut le témoignage d'un mafieux haut placé, quelqu'un comme Kid Twistrelles par exemple. Mais Reles a été entendu des dizaines de fois par le passé sans jamais parler. C'était clairement le dernier gars du milieu new-yorkais qu'on aurait cru capable de balancer. Pourtant, en mars 1940, Rose Reles, la femme de Kid Twist, surprend l'accusation. Elle entre dans le bureau du procureur et lui apprend que son mari souhaite parler. En échange de ces informations, O'Dwyer propose de requérir une condamnation avec sursis pour meurtre sans préméditation ainsi que l'immunité pour les meurtres que Reles décrirait. Reles accepte le marché. Mais le procureur reste pantois quant aux raisons qui le poussent à tout dire.
Ce n'était pas pour rendre le monde plus juste. C'était pour sauver sa peau. Sa femme était venue le voir. Il avait une famille, de jeunes enfants. On ne tue pas 11 personnes de ses propres mains. On ne participe pas à 80 autres meurtres pour décider subitement qu'on ne veut plus faire ça. Certains pensent que Reles est convaincu que si ce n'est pas la justice qu'il rattrape, la mafia s'en chargera. Reles a compris que le navire était en train de prendre l'eau, que la mafia new-yorkaise était lassée de tous ces gars-là et qu'elle comptait bien s'en débarrasser elle-même. Il s'est dit que s'il devait plonger, tout le monde allait couler avec lui. Quelle qu'en soit la raison, Reles se met à table et il se livre à une véritable orgie de confessions. Abe a parlé. Abe Reles a absolument tout dévoilé. C'était le premier à révéler l'existence d'un syndicat national. Ça a été l'informateur mafieux le plus important qui ait collaboré avec la justice à l'époque. Il parlait quand même d'une organisation criminelle nationale. Il parle des parrains, des réseaux de rackets dans tout le pays et détaille le fonctionnement du comité de direction et du syndicat. Une fois lancé, Reles ne s'arrête plus. Sa confession durera 12 jours. Lors de ces 2 semaines de déposition, Reles remplira 25 cahiers dactylographiés. Il épuise les sténodactylos. Il a une mémoire du détail impressionnante. Reles égrène des noms de personnes et de lieux et les détails sur les meurtres. Il savait où les corps étaient enterrés, comme il disait. Et il a conduit O'Dwyer et son équipe dans toutes les sépultures de la mafia. Reles n'a pas seulement expliqué les circonstances des exécutions, il leur a aussi fourni des preuves. Reles transmet également le nom de citoyens lambda qui se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui sont de ce fait devenus témoins des crimes de Murder Incorporated. Ça pouvait être simplement quelqu'un qui avait assisté ou participé à quelque chose sans même le savoir. Au fil du témoignage de Reles, des noms ressortent. Harry Happy Mayon, Frank the Dasher Abandando, Harry Pittsburgh Phil-Strauss, et l'un des plus importants de tous, Louis Lepke Buchalter, déjà incarcéré depuis 1 an. Le bureau du procureur a enfin obtenu les informations tant attendues. Mais il sait que la route sera longue et que le combat sera rude. Après les révélations en cascade d'Abe Reles au procureur Burton Turkus, les procès peuvent débuter. Les renseignements fournis par Reles ne manquent pas de surprendre l'accusation et ses anciens complices. Comme des rats qui quittent le navire, ils sont tombés comme des dominos. Ils risquaient sérieusement la prison et plus encore, la chaise électrique. Harry Happy Mayon et Frank the Dasher Abandando sont les premiers à tomber pour le meurtre de George Whitey Rudnick, dont le corps mutilé a été découvert dans une voiture 3 ans plus tôt. En mai 1940, le procès débute. Le témoin clé, Abe Kid Twist, semble apprécier de se retrouver à la barre. Reles était un vrai cabotin. Il aimait vraiment l'idée d'être le principal témoin du procès. Il était à son affaire. Il détestait Mayon. Il n'arrêtait pas de faire des commentaires avec un petit sourire en coin. C'en est trop pour Happy Mayon qui se jette sur Reles avant d'être évacué de la salle. Les gardiens ont dû neutraliser Mayon qui hurlait de toutes ses forces « Je vais te buter, je vais te trancher la gorge !» L'idée que Reles, qui était tout aussi coupable que lui, et qui avait autant de sang sur les mains que lui dans le meurtre de Rudnick, soit assis là à tout raconter pour pouvoir sauver sa peau, le mettait hors de lui. Reles mentionne aussi d'autres témoins qui vont confirmer ses déclarations sur les meurtres. Le 23 mai, le jury déclare Mayon et Abandando coupables de meurtre au 1er degré. Le juge les condamne à la peine de mort. Mais les accusés n'ont pas dit leur dernier mot et font appel de cette décision. 7 mois plus tard, la Cour d'appel de New York fait annuler le verdict en invoquant une erreur de procédure du juge. Le procureur Burton Turkus ne se laisse pas démonter et refait comparaître les 2 hommes. Là encore, Happy Mayon explose lors du témoignage de Reles. Mayon a pris son verre d'eau et l'a jeté sur Reles qui n'a même pas bronché.
Il a juste regardé le verre tomber par terre. Mayone s'est remis à hurler « Je vais te crever, sale balance !» Le jury les déclare à nouveau coupables. Et cette fois, la condamnation est validée. Le juge les condamne tous les deux à la peine de mort et le 19 février 1942, ils passent sur la chaise électrique. En septembre 1940, Harry Pittsburgh Phil Strauss comparaît pour le meurtre de Peggy Feinstein, qui avait été étranglée, jetée dans un terrain vague et brûlée. Martin Bugsy Goldstein est coaccusé. Goldstein semble avoir du mal à accepter que Reles, son ancien partenaire, témoigne contre lui. Mais le pire pour Bugsy reste le témoignage de son meilleur ami, Seymour Blue Joe Magoon. Seymour Magoon l'a vu le soir du meurtre, et il est devenu un témoin protégé. Même sans avoir participé au meurtre, il pouvait donc témoigner de ce qui s'était passé exactement et de ce que Goldstein avait raconté. Goldstein est anéanti par le témoignage de son ami et éclate en sanglots en plein procès. Son co-accusé, Harry Strauss, qui aimait à répéter « ça ne me dérange pas de tuer tant que je ne me fais pas coincer », ne compte pas se laisser faire. Sur le banc des accusés, il essaie de plaider la folie. Dans sa cellule, il pousse des cris et des hurlements en permanence. Il s'est laissé pousser la barbe et se présente à son procès complètement hirsute et négligé. Sa façon de jouer les fous. Et c'est là qu'on se rend compte que la mode a vraiment changé depuis en Amérique. C'était de se laisser pousser la barbe. Quiconque faisait ça était immédiatement considéré comme malade mental. Pour les experts psychiatres, Strauss simule la folie. Le jury les suit. Il déclare Strauss et Goldstein coupables. Bugsy Goldstein était fou de rage. Il a quand même dit, quand la cour lui a demandé à la fin s'il avait des déclarations à faire, « Oui, j'aimerais beaucoup vous pisser sur la jambe, monsieur le juge. » Sans surprise, le juge condamne les deux hommes à la peine de mort. 9 mois plus tard, Harry Pittsburgh Phil Strauss et Martin Bugsy Goldstein sont exécutés. Ce même mois, Charles The Bug Workman comparaît dans le New Jersey pour l'assassinat du mafieux Dutch Schultz. The Bug a compris que c'était cuit pour lui et qu'il allait probablement finir sur la chaise électrique pour ce meurtre. Il a rapidement passé un marché contre l'avis de ses avocats. Il s'est engagé à ne pas contester les charges sans pour autant plaider coupable pour le meurtre de Dutch Schultz. Le juge condamnera Workman aux travaux forcés à vie à la prison d'État de Trenton. La justice est en marche. Elle parvient à obtenir 4 exécutions et 1 condamnation à vie. Burton Turkus était l'homme qui avait réussi à les faire passer sur la chaise électrique. Son efficacité lui a même valu le surnom de Monsieur Arsenic. Mais Monsieur Arsenic a toujours un gros dossier en attente. Celui du leader de Murder Incorporated, Louis Lepke Buchalter. Les enjeux sont énormes. Aucun procureur n'a encore jamais réussi à condamner un dirigeant de la mafia à la chaise électrique pour ses crimes. L'affaire Lepke va prendre une tournure inattendue avec la disparition du témoin vedette. En septembre 1941, la justice s'attaque au mafieux le plus important de l'affaire, Louis Lepke Buchalter, pour le meurtre du propriétaire d'une confiserie, Joe Rosen. Abe Kid Twist Reles endosse une nouvelle fois le rôle de témoin phare. Abe Reles était un informateur extrêmement important. C'est le premier témoin à charge contre Louis Buchalter, alias Lepke, qui était à l'époque l'individu le plus terrifiant de toute l'histoire de New York. En octobre 1941, un jury est appelé à se prononcer contre Lepke et ses 2 coaccusés, Mandy Weiss et Louis Capone. Mais après 3 semaines de procès, un coup du sort déstabilise l'accusation. Au matin du 12 novembre 1941, le corps de Kid Twist est retrouvé sur le toit de la cuisine de l'hôtel Half Moon à Coney Island, 5 étages en contrebas de la chambre où il était gardé de près par la police. Il a été baptisé par les journalistes le canari qui savait chanter mais qui ne savait pas voler. C'était une énigme à New York, parce qu'il était sous surveillance policière. Qu'a fait la police? La police dit avoir trouvé des draps noués sur les lieux,
ce qui laisserait penser qu'il est mort en essayant de jouer un tour à ses gardiens. La prétendue blague consistait à descendre du 6e au 5e étage, vide à ce moment-là, avant de traverser le 5e pour remonter au 6e et prouver que les policiers étaient assez bêtes pour se laisser berner. Selon la version officielle donc, il a essayé de s'enfuir. C'est la version de la police de New York. Tentative d'évasion. Ce qui n'a absolument aucun sens car il était bien plus en sécurité à l'hôtel Half Moon que n'importe où ailleurs. Il ne faisait quasiment aucun doute qu'il s'agissait en fait d'une exécution de la mafia. Les hypothèses continuent à circuler. Les autorités décident donc de rouvrir l'enquête 10 ans plus tard. 2 commissions ont été créées pour étudier l'affaire. L'une d'elles a établi, et c'est ma version préférée, que sa mort était accidentelle. Elle disait qu'il avait fait une blague à la police. Mais il y a un problème avec cette théorie. Il a été retrouvé à peu près à 5 mètres de la fenêtre, ce qui implique qu'il a été poussé par la fenêtre. Le gangster Lucky Luciano, qui travaillait avec Lepke, affirmera quelque temps plus tard que la mafia a payé les policiers pour qu'ils poussent Reles par la fenêtre. Mais jusqu'à aujourd'hui, le FBI considère officiellement que la mort de Reles est un suicide. Même si la mort de Reles est un coup dur pour l'accusation, le procureur William O'Dwyer ne compte pas abandonner l'un des dossiers les plus importants dans l'affaire des rackets. Il lui reste 2 témoins de choix. L'un d'entre eux, Max Rubin, est un ancien lieutenant de Lepke. Il déclare que quand Lepke a soupçonné Joe Rosen de moucharder, il est entré dans une colère noire et il a ordonné à ses hommes de l'éliminer. Le deuxième témoin est Ali Tannenbaum. Tannenbaum était un homme de main de Lepke, un tueur professionnel, qui avait entendu Lepke évoquer avec Max Rubin l'idée de se débarrasser de Joseph Rosen. C'est le témoignage concordant dont l'accusation avait besoin. Elle dispose également de témoins reliant Mandy Weiss et Louis Capone à ce crime. Le 30 novembre 1941, après 4h30 de délibération, le jury arrive à un verdict. Lepke Buchalter et ses 2 coaccusés sont coupables. Le 4 mars 1944, le parrain de la mafia Louis Lepke Buchalter et ses complices Mandy Weiss et Louis Capone sont exécutés sur la chaise électrique à la prison de Sing Sing. C'est le seul parrain de la mafia, le seul à ce niveau de la hiérarchie à avoir été exécuté pour ses crimes. Et à cause de lui, les criminels ont changé leur mode de fonctionnement. Ils ont instauré un système plus cloisonné. Ils ne disaient jamais rien. C'est pour ça que certains gangsters parlent en code, ou refusent de parler, ou d'utiliser le téléphone. Après ces 7 exécutions et la condamnation à vie, Murder Incorporated ne se relèvera pas. Mais Albert Anastasia, surnommé l'exécuteur des hautes œuvres de Murder Incorporated, réussit à esquiver toutes les tentatives de poursuite. Turkus, le substitut du procureur, soupçonne depuis longtemps Anastasia de corrompre la police et les hommes politiques et d'éliminer tous les témoins gênants. Mais le 25 octobre 1957, Anastasia trouve la mort chez un barbier de New York. Il y a une photo très connue de lui, allongé sur le sol chez son barbier, sous un drap, en pleine journée, en pleine ville. C'est une exécution dans le plus pur style mafieux, mais personne ne sera jamais inquiété pour ce crime. Après la disparition de Reles, Lepke et consorts, une nouvelle génération de parrains va prendre le pouvoir. Quand l'Amérique a découvert l'existence du crime organisé et de ce syndicat national du crime, la majorité de la communauté juive était passée à autre chose. Ce phénomène n'a vraiment duré qu'une génération. Parce que quand les gangsters juifs avaient amassé assez d'argent, ils déménageaient dans les quartiers chics de l'Upper East Side, s'habillaient comme des hommes d'affaires et veillaient bien à ce que leurs voisins ne connaissent rien de leur activité passée. Alors que les mafieux italiens de cette génération restaient dans leur quartier et devenaient des exemples pour les nouvelles générations. Mais le gang de Brooklyn, surnommé Murder Incorporated, est resté une légende dans le milieu du crime organisé. Murder Incorporated était une association de tueurs inégalée dans le milieu. Aucune organisation similaire n'avait existé auparavant.
Et aucune ne l'a supplanté depuis. Manhattan, Charles Lucky Luciano. Lui seul avait l'autorité suffisante pour réunir les parrains de New York et du reste du pays. Il leur a expliqué qu'il était dans leur intérêt de collaborer plutôt que d'être en concurrence. Jusqu'alors, les divergences entre gangs se réglaient dans la violence. Les échanges de coups de feu et les explosions étaient monnaie courante. C'était vraiment la guerre ouverte, et personne n'arbitrait. C'était la loi du plus fort, du plus méchant et de celui qui avait les plus fines gâchettes. En 1934, les plus gros mafieux de New York organisent une réunion et s'accordent sur le fait que les conflits entre gangs doivent cesser. Ils ont compris que le gâteau pour lequel ils se battaient depuis toutes ces années était suffisamment grand pour se le partager avantageusement au lieu de se le disputer. Le syndicat est devenu une sorte de coopérative avec un comité national de direction. Lucky Luciano et Lepke Buchalter sont choisis pour siéger à ce comité de direction aux côtés de 6 autres parrains de la côte Est. Mais un puissant mafieux juif est laissé de côté. Il s'agit du trafiquant d'alcool et virtuose du racket, Dutch Schultz. Le comité, elle y retrouve le corps du propriétaire, Joe Rosen, 46 ans. Il a été touché à 10 reprises. Personne ne savait pourquoi Rosen avait été abattu. Cette affaire faisait partie des meurtres non élucidés de Brooklyn. 1937. George Whitey Rudnick, poignardé 63 fois avec un pic à glace, la tête fracassée avec un hachoir de boucher. Nord de l'État de New York, 1936. Irving Ashkenaz, 16 balles dans le corps. Brooklyn, 1er mai 1939. Irving Puggy Feinstein, étranglé et incinéré. Ces corps ne sont que la face émergée de l'iceberg. Quelques-uns des multiples cadavres qui seront retrouvés d'un bout à l'autre du pays. Dans bon nombre de meurtres, on ne retrouve ni suspect, ni piste. Ces massacres seront finalement attribués à un groupe de malfrats dont l'influence dépasse tout ce que les autorités peuvent imaginer. Un gang d'exécuteurs baptisé par la suite Murder Incorporated. Chaque communauté d'immigrés engendre sa propre catégorie de criminels, de gangsters, parce que ces nouveaux arrivants dans le pays visent le rêve américain, mais ne peuvent pas l'atteindre. Alors ils trichent pour y arriver. C'est ce qu'ont fait les Brownsville Boys. Les Brownsville Boys tirent leur surnom du quartier dans lequel ils vivent. Brownsville est un misérable ghetto de Brooklyn à dominante juive. Dans les années 20, plus de 300 000 juifs y élisent domicile, ce qui lui vaudra le surnom de Jérusalem d'Amérique. Alors que les opportunités économiques sont rares, certains membres des classes pauvres tentent de s'extirper du ghetto par n'importe quel moyen pour essayer de toucher du doigt le rêve américain. C'était ça les Brownsville Boys. Des gars qui ne voulaient pas attendre, qui ne voulaient pas travailler, qui refusaient l'humiliation et le mépris, qui ne voulaient pas supporter tout ça. Les Brownsville Boys étaient des malfrats très expérimentés. Ils rackettaient les vendeurs ambulants. Les syndicats les engageaient pour influencer le patronat. Et les patrons les embauchaient pour intimider les syndicats. Les Brownsville Boys passent ensuite à la vitesse supérieure. En infiltrant les réseaux de prostitution et, en pleine période de prohibition, ils se lancent dans la contrebande d'alcool. La prohibition a marqué un tournant dans l'histoire criminelle des États-Unis. C'est le début du crime organisé. Les bénéfices étaient énormes. Tout d'un coup, les voyous de la rue ont vu l'argent affluer dans leurs poches. Murder Incorporated était un groupe de gangsters et de tueurs sans pitié qui faisaient la loi dans les milieux occultes.
Pour fonctionner efficacement, le cartel et le syndicat avaient besoin d'un bras armé. On faisait appel à eux quand quelqu'un avait besoin d'être remis dans le droit chemin. Ce bataillon d'élite de tueurs ultra-professionnels semait la terreur. Ils ont dû éliminer entre 900 et 1000 personnes. Si vous les regardiez d'un sale œil et qu'ils le sentaient, ils pouvaient vous tuer. Murder Incorporated était une organisation très spéciale. La première et la dernière du genre. Brooklyn, New York. Par une matinée de novembre 1933, des coups de feu résonnent. Dans une petite cour, la police retrouve le corps d'un jeune homme, abattu par derrière. 13 septembre 1936. Un homme conduit la police dans une confiserie. L'un des plus gros trafiquants est le chef des Brownsville Boys, Abe Reles. Abe Reles était un petit homme trapu et gras, un malfrat toujours couvert de bijoux qui s'était fait arrêter quelques 42 fois au cours des années précédentes. Abe Reles est un homme fort, et c'est sans doute ce qui lui vaut le surnom de Kid Twist. Certains pensent que son surnom vient du fait qu'il étranglait ses victimes, Twist pour tordre. Reles gagne du pouvoir en éliminant ses principaux rivaux à Brownsville. Il s'associe ensuite à un gang italien du quartier d'Ocean Hill à Brooklyn, dirigé par Harry Happy Mayon. Harry Mayon était surnommé Happy parce qu'il avait toujours une espèce de rictus agressif. C'était plus une grimace qu'un rictus. Ce n'était pas quelqu'un d'agréable. Ensemble, Reles et Mayon travaillent souvent pour un autre gangster juif, Louis Lepke Buchalter, un puissant racketteur qui officie dans l'industrie textile. Lepke décide d'utiliser les services des gangsters de Brooklyn dans une nouvelle entreprise criminelle pleine d'ambition, le syndicat. Le syndicat était une organisation nationale qui regroupait différentes branches de criminels issus des plus grandes villes américaines, majoritairement de la côte Est. Le syndicat est dirigé par un mafieux sicilien de